Du journal télévisé, deux rendez-vous après cette tranche d'information. D'abord, le grand oral qui reçoit pour vous Charles Couffin. Il est président de l'UNEPES, Union nationale des établissements privés d'enseignement supérieur. Il fera avec nous le constat des premières heures de la reprise des cours dans le privé. C'est aussi la grosse actualité du moment sur la toile. Et c'est Esther Gaba qui nous y conduit pour un tour des commentaires et avis d'internautes. Voici pour démarrer le grand oral. Il est déjà assis, Charles Couffin. Bonsoir, bienvenue sur ce plateau. Bonsoir, vous êtes le président de l'UNEPES, oui. Union nationale des établissements privés d'enseignement supérieur, c'est bien Exact. ça. Les cours ont repris ce jour. Est-ce que vous confirmez que dans les établissements privés, ça a repris effectivement? Et les cours ont repris effectivement. Après quelques semaines, 5 semaines environ de confinement, où les étudiants sont restés à la maison, dans leur maison. Et ce matin, nous les avons vus reprendre leur position, de venir acquérir l'enseignement dans les différentes classes. Nous les avons vus venir courageux, décidés à reprendre leurs activités dans toutes leurs formes. Et nous les avons rencontrés ce matin. Certains étudiants ont été déposés par leurs parents qui sont venus constater pour voir effectivement si les portes de nos écoles sont ouvertes. Les conditions de la reprise sont-elles bonnes ou mauvaises? Sont-elles améliorées? Surtout parlant du respect des gestes barrières. Ah oui, les conditions étaient excellentes, puisque tout le monde, depuis les enseignants jusqu'aux administratifs et aux étudiants, tout le monde a été informé jusque-là des mesures et gestes à observer. Ils sont venus avec leurs masques, ils sont venus prêts à sacrifier à la mesure et aux gestes de lavage des mains, et puis à bien se mettre en place dans les différentes classes en observant les gestes barrières, en observant la distanciation physique entre eux-mêmes dans les salles de classe. Nous-mêmes, nous étions préparés à cela, où nos salles de classe, nous les avons identifiées pour que ce soit les salles les plus spacieuses, où les meubles, le mobilier a été installé de manière à ce que les étudiants soient distants les uns des autres. L'atteinte des parents, c'est surtout c'est au moment de la récréation. À ce niveau, est-ce que la distanciation peut être observée aussi? Absolument. Ou a pu être observée? La distanciation a été observée au niveau des récréations parce que certaines écoles ont eu la précaution d'installer en leur sein des cantines ou des restaurants universitaires où c'est le chef d'établissement, c'est le promoteur qui vérifie les conditions de fonctionnement de ces restaurants universitaires. Bon, maintenant, pour ceux qui doivent aller à l'extérieur pour aller déjeuner, eh bien, c'est aussi suivi. Parce que les cours qui sont organisés à partir d'aujourd'hui sont des cours strictement limités dans le temps pour que l'étudiant ne passe pas trop d'heures, trop de temps dans l'enceinte de l'école. Donc la distanciation a été organisée sur ce plan-là pour qu'on n'organise plus les cours comme cela se faisait dans le passé, où l'étudiant va rester là du matin jusqu'au soir. Non, ça n'existe plus. D'accord. Dans le public, il y a déjà la plateforme e-learning qui a déjà été introduite. Elle est gratuite pour les étudiants du public. Ceux du privé, qu'est-ce qui est prévu dans ce cas? Dans ce cas, nous avons été entretenus, sensibilisés par notre autorité de tutelle, et les établissements également ont été préparés depuis longtemps que nous étions dans le confinement à cet exercice. Parce que nous avons constaté qu'avec le coronavirus, nous sommes entrés dans un nouveau monde où les gestes, les comportements, ça doit changer. Donc ce n'est plus de la même manière que nous gérons nos systèmes éducatifs d'avant le Covid, d'où le Covid-19.
ce n'est pas de la même manière que nous allons gérer l'enseignement, l'éducation et toutes les activités subséquentes que nous allons les gérer après le Covid actuellement. Donc, nous avons mis en place une nouvelle vision, une nouvelle philosophie de l'enseignement qui est basée beaucoup plus sur l'enseignement distanciel par rapport à l'enseignement présentiel qui était de mise dans le passé. Et donc, toutes les écoles aujourd'hui se sont placées sous le signe de l'enseignement à distance. À distance. Oui, et c'est vrai que c'est désormais l'enseignement à distance, les cours à distance. Comment se feront les examens nationaux, puisque les établissements privés sont astreints à cette obligation aujourd'hui? Oui, évidemment. Et la nouvelle philosophie de l'enseignement aujourd'hui, c'est de mettre beaucoup plus l'accent sur l'enseignement distanciel au détriment de l'enseignement présentiel. Oui. Et en ce qui concerne les examens nationaux, en ce qui concerne les examens, pour l'instant, les examens doivent être effectués en présentiel. Oui. C'est en présentiel qu'on doit effectuer les examens. Mais en ce qui nous concerne, nous, les établissements privés d'enseignement supérieur, il n'y a plus d'examen national, puisque vous avez parlé d'examens nationaux. Tout à fait. Il n'y a plus d'examens nationaux. Et je l'ai martelé plus d'une fois devant les autorités elles-mêmes pour leur dire que dans le système LMD, les examens sont organisés unité d'enseignement par unité d'enseignement. Et lorsque les examens sont organisés unité d'enseignement par unité d'enseignement, les crédits qui sont associés à ces unités d'enseignement sont acquis dans les écoles, dans les établissements privés, à l'issue de ce qu'on appelle les contrôles continus et les examens terminaux qui sont organisés au niveau des examens, au niveau des établissements. Donc il n'y a plus de raison d'aller organiser un examen national, fut-il par les autorités de l'État, etc., comme ça se faisait pour les BTS, non? Ça n'existe plus dans aucun pays du monde. Nous l'avons dit, nous l'avons redit, dans aucun pays du monde, vous pouvez aller enquêter au Togo, en Côte d'Ivoire, au Sénégal et en Europe, aux États-Unis. Il n'y a pas d'examen de licence ni de master organisé comme examen national. Est-ce que le contexte du coronavirus, actuellement, est-ce que ça empêche, puisque c'est l'option faite par le gouvernement, de conduire les établissements privés d'enseignement supérieur à des examens nationaux, est-ce que le contexte empêche les établissements privés de pouvoir subir ces examens nationaux-là actuellement? Face aux risques et aux dangers du coronavirus, il faut réfléchir sur le point de savoir est-ce qu'il est encore nécessaire d'aller organiser des examens nationaux pour les étudiants de licence et de master. Surtout que ces examens sont organisés seulement pour les privés et non pour le public. Alors donc, il faut faire le point. Face à une action, il faut mesurer d'abord quel est le profit que l'on gagne et puis quels sont les risques que l'on encourt, et c'est par rapport à ces risques et avantages que l'on retient la décision de dire oui, nous allons organiser les examens nationaux ou non, nous allons supprimer les examens nationaux en tout état de cause. J'aimerais vous dire que ces examens nationaux, pour en revenir à leur histoire, on nous a dit que c'est au bout de 3 ans qu'on allait finir avec ces examens nationaux de licence et de master pour le privé. Encore que là, ça a été une décision discriminatoire par rapport au privé. Par rapport au privé. Alors donc, on a fini les 3 ans. Et puisqu'on a fini les 3 ans, normalement, il ne doit plus y avoir d'examens nationaux. Vous l'avez dit, on vous aura entendu, monsieur Couffin. Justement, pour ce qui est du dépistage systématique, on a constaté que les enseignants du privé ne sont pas concernés, encore plus au niveau de la distribution des masques. Les masques ne vous sont pas parvenus. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, et il a semblé que, lors de la prise de ces mesures, que les établissements privés
avait été oublié. Nous avons rencontré tout récemment notre ministre sur la question. Nous avons posé la question. Elle nous a dit non, ce n'était pas un oubli, que nous étions recensés et pris en compte dans l'activité de distribution des masques au profit des étudiants, au profit des enseignants, bon, enfin du privé, du public d'abord, Oui. et puis aussi Et puis nous, dans le privé, nous ne faisons pas un grand effectif au niveau du privé. Parce que, pour l'histoire, lorsque les mesures avaient été prises de façon discriminatoire par rapport aux étudiants du privé, les étudiants ont fui pour aller du privé, pour aller dans le public. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous allez trouver un sureffectif au niveau du public et qu'au niveau du privé, vous n'avez pas vraiment forcément grand-chose. Donc même s'il y a de masques à distribuer pour le privé aujourd'hui, il n'y a pas grand nombre. Il n'y a pas grand nombre. Donc en ce qui concerne le dépistage, vous en avez parlé. En ce qui concerne le dépistage, l'autorité supérieure nous a demandé la fois dernière de faire le recensement de tous nos enseignants pour que si éventuellement il devait y avoir du dépistage, qu'on puisse prendre en compte également le privé. Et on a fait le décompte de tous les enseignants qui interviennent dans le privé et nous avons communiqué les chiffres à l'autorité de notre ministère et également aux autorités du pays chargées de mesures de santé. Et vous attendez donc la suite? On attend donc la suite pour on savoir, attend la suite. Oui. Bon, alors rapidement, hein, on est pratiquement au bout de notre entretien. Quelles leçons peut-on tirer aux premières heures de la reprise des cours? Aux premières heures de la reprise des cours, en tout cas en ce qui concerne les établissements privés d'enseignement supérieur, nous avons remarqué à notre grande surprise que les étudiants sont revenus avec beaucoup de courage, beaucoup de confiance. Confiance dans les mesures qui ont été prises par les autorités du pays. Confiance des parents également qui ont laissé venir leurs enfants à l'école. Ils sont venus avec leur masque, étant rassurés que, évidemment, l'enseignement doit se poursuivre. Nous avons également remarqué que les étudiants avaient confiance du fait que le coronavirus, fut-il donc une pandémie aussi désastreuse, dangereuse qu'il l'est, eh bien les étudiants se sont dit, mais nous devons continuer d'étudier. On ne va pas abandonner. On ne va pas, par peur, abandonner même toute activité et abandonner les études. Ils étaient là pour continuer d'apprendre. Et nous avons salué, ce matin, lorsque nous les avons rencontrés, nous avons salué ce courage et nous les avons encouragés encore davantage à aller dans ce sens-là. Parce que c'est par la connaissance, c'est par le savoir que nous pouvons lutter contre toutes les pandémies, toutes les difficultés, tous les problèmes qui peuvent se présenter à l'humanité. Est-ce que vous avez des doléances, vous, en tant que promoteur d'établissement privé d'enseignement supérieur? Si nous avons des doléances, que l'État vienne également à notre secours, puisque l'enseignement est un service public. Oui. Un service public qui concerne la nation tout entière. Il n'y a pas un enseignement à part pour le public et un enseignement à part pour le privé. Si demain, génie sort du privé et qui sort un vaccin ou un médicament contre le coronavirus, eh bien, ce serait pour la nation tout entière. Et je pense que l'État doit venir au secours du secteur privé, de l'enseignement supérieur, pour que nous puissions être à même de pouvoir couvrir toutes les charges qui sont nécessaires à l'administration d'une éducation
de qualité au niveau du secteur privé. Mais je compte vous rassurer parce que nous avons fait une réunion le jeudi dernier avec Madame la ministre de l'Enseignement supérieur qui a loué le dynamisme du secteur privé par rapport au secteur public, qui a dit nous avons beaucoup plus de dynamisme dans la prise de décision, dans la prise d'initiative, dans la réinvention même de l'enseignement supérieur. Il a eu des mots réconfortants. Nous avons eu des votre égard. Et ça, on n'était même pas, on n'avait même pas posé la question. Nous, on ne revendiquait même pas ça parce que nous, on comptait aller plus loin que ce que nous faisons actuellement. C'est quoi qu'on dise quand même à ce niveau-là, vous étiez déjà prêt et donc pas forcément besoin d'être accompagné. Nous avons besoin de nous mettre au niveau des établissements sur le plan mondial. Ce n'est pas parce que, on est plus dynamique que le secteur public béninois, on est plus dynamique que, le secteur de l'enseignement supérieur en Afrique, que nous allons rester là. Baisser les bras. Mais nous devons aller plus loin. Nous devons nous comparer avec les institutions de la même nature sur le plan international. Merci à vous, Monsieur Koufin. Merci. Vous avez un mot de fin? Un mot de fin, c'est pour dire que nous sommes dans une société dite de la connaissance. Parce que c'est la connaissance qui est le bien le plus précieux dont dispose la cité, la société, pour pouvoir résoudre ses problèmes. Et c'est pourquoi ce bien le plus précieux et commun à tous, c'est l'éducation. Et c'est ce que nous avons à mettre en exploitation, nous avons à développer, à déployer pour pouvoir doter notre économie de toutes les ressources les plus puissantes pour assurer son développement. Et c'est pour ça que on dit que nous sommes dans une société, dans une économie de la connaissance, où la connaissance est le trésor, la ressource la plus précieuse à la disposition de tous les États du monde. Et une économie qui est basée sur la connaissance aura une croissance qui est infinie, a dit un auteur célèbre qui s'appelle Idriss Aberkan. Merci à vous, Charles Koufin. Merci d'être passé.